Tu n'es plus chez toi ici, maman. Il va falloir que tu comprennes. La phrase est tombée au milieu de la cuisine, lourde, définitive, comme un couvercle qu'on claque sur une marmite encore brûlante. J'ai senti mes épaules se raidir avant même que mon esprit ne rattrape le sens exact des mots. Je tenais encore le plat de gratin entre mes mains. Il sortait du four, je l'avais enveloppé dans un torchon propre, celui à carreaux bleus que je réservais au bonjour. La chaleur m'a brûlé les paumes, mais je n'ai pas bougé. La douleur physique était plus facile à supporter que ce qui venait de se passer. J'ai levé les yeux vers Julien, mon fils, celui que j'avais porté, nourri, consolé, défendu. Son regard ne me cherchait pas vraiment. Il passait haut au-dessus de moi, comme si j'étais devenu un élément du décor. Une chaise mal placée. À sa droite, Claire, sa femme, s'était adossée au plan de travail, les bras croisés. Elle observait la scène en silence, avec ce léger sourire figé que je lui connaissais depuis quelque temps. Un sourire sans joie, sans chaleur, un sourire de victoire. Comment ça? Plus chez moi. Et ah, j'ai murmuré. Ma voix ne m'a presque pas obéi. Elle est sortie fine, fragile, comme si elle avait peur elle aussi. Julien a soupiré, ostensiblement. Ce soupir m'a fait plus mal que les mots. Maman, on en a déjà parlé. Tu viens trop souvent. Tu te permets des choses. Tu fouilles dans les placards, tu poses des questions. Ce n'est plus possible. Fouiller. Le mot m'a traversé de part en part. J'ai pensé aux courses que je rangeais machinalement, à cette habitude ancienne de remettre chaque chose à sa place, parce que j'avais fait ça toute ma vie. J'ai pensé à la clé qu'il m'avait donnée, au cas où, disait Aïl. J'ai pensé au mercredi, aux plats que j'apportais, aux lessives que je pillais sans qu'on me le demande. Je ne fouille pas, Julien. Je t'aide, c'est tout. Claire a alors pris la parole, d'une voix douce, presque compatissante. Madeleine, tu ne te rends pas compte. À ton âge, on ne sait jamais. Les oublis, les confusions. On préfère poser des limites claires. Pour le bien de tout le monde. Confusion. Le mot a résonné dans ma tête comme une accusation à peine voilée. J'ai senti une chaleur étrange monter dans ma poitrine, un mélange de honte et d'indignation. À mon âge. Comme si le temps, soudain, annulait toute lucidité. Comme si les années faisaient automatiquement de moi une femme à surveiller, à contenir. Je me suis tournée vers Julien. C'est ce que tu penses, toi aussi? Il a hésité. Une seconde à peine. Mais cette seconde a suffi. Puis il a hoché la tête. Lentement. Oui, j'ai cru que le sol se dérobait sous mes pieds. Pas violemment. Non. Doucement. Insidieusement. Comme si je glissais hors d'un endroit où je croyais encore avoir une place. Julien a tendu la main. Donne à moi les clés, maman. Les clés. Ce petit objet métallique, si banal, et pourtant chargé de tant de choses. L'accès. La confiance. Le droit d'entrer. Le droit d'exister ici. J'ai regardé mon trousseau. Mes doigts tremblaient légèrement. Pas de colère. Pas encore. Plutôt une sorte de stupeur glacée. Je me suis entendu dire « d'accord » et j'ai déposé les clés dans sa main. Claire a inspiré profondément, comme si elle retenait son souffle depuis longtemps. Julien a serré le trousseau, puis l'a posé sur la table. Le bruit du métal contre le bois m'a fait sursauter. C'était le bruit d'une porte qui se ferme. Tu comprends? A il ajouté, plus sec. Il faut que tu restes chez toi maintenant. Et que tu nous préviennes, avant de venir. Chez toi. Comme si cet endroit ne l'avait jamais été un peu le mien. Comme si mes années de présence, de soutien, de sacrifice, n'avaient laissé aucune trace. Je n'ai pas pleuré. Pas devant eux. J'ai simplement hoché la tête. J'ai pris mon sac, lentement. Personne ne m'a proposé de m'accompagner. Personne ne m'a retenu. Sur la table, le gratin refroidissait. Personne n'y a touché. En sortant, j'ai senti l'air froid me fouetter le visage. Mes jambes avançaient mécaniquement, sans que je leur donne vraiment d'ordre. Ce n'est qu'au bout de la rue que je me suis arrêtée. Mais pas. Mes mains tremblaient désormais, franchement. J'ai dû m'asseoir sur un banc. C'est là, dans ce silence soudain, que quelque chose s'est fissuré en moi. C'est pas un effondrement. Non. Plutôt un déclic. Une clarté brutale. J'ai compris que ce qui venait de se passer n'était pas un simple conflit familial. Ce n'était pas une maladresse. C'était une mise à l'écart. Calculée. Préparée.
Et derrière cette scène, derrière ces mots soigneusement choisis, je sentais autre chose. Une intention, un projet, quelque chose qu'on ne me disait pas encore. Julien croyait que je ne voyais rien, que j'étais trop fatiguée, trop émotive, trop vieille pour comprendre. Il croyait que certains souvenirs s'étaient perdus avec le temps, que certains détails étaient enterrés. Mais en rentrant chez moi ce soir-là, alors que je fermais ma porte à double tour, j'ai senti une certitude froide s'installer au creux de mon ventre. Il croyait son secret enterré à jamais. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ouvrais les yeux. Avant que tout ne se fissure, avant que les mots deviennent des armes, et les silences des menaces, il y avait eu une autre vie. Une vie simple, lente, construite jour après jour, sans éclat, mais avec constance. C'est à cette vie-là que mes pensées sont revenues, presque malgré moi, le soir même où Julien m'a reprise mes clés. Je me suis assise dans mon fauteuil, celui près de la fenêtre, et j'ai regardé longtemps les lumières de la rue. Les souvenirs sont venus comme ils viennent toujours, sans prévenir, mais avec une précision douloureuse. J'avais 22 ans quand j'ai rencontré André. C'était un homme discret, pas très grand, avec des mains solides et un rire rare, mais sincère. Nous nous sommes rencontrés lors d'un bal de village. Il m'a invité à danser sans beaucoup parler. À l'époque, on n'expliquait pas tout. On ressentait. Et j'avais ressenti, ce soir, là, une sécurité étrange à son bras, comme si le monde pouvait s'organiser autour de cette évidence. Et nous nous sommes mariés vite. Pas par impatience, mais parce que cela semblait naturel. Nous avons acheté une petite maison à crédit, loin d'être parfaite. Des murs trop fins, un toit capricieux, un jardin minuscule. Mais c'était notre maison. J'y ai appris à faire durer les choses, à réparer plutôt qu'à jeter, à compter chaque franc avant la fin du mois. Oui, quand Julien est né, j'ai cru que mon cœur allait éclater. Je me souviens de son odeur, de sa peau chaude contre la mienne, de cette certitude absolue. Je ferai tout pour lui. Et je l'ai fait. J'ai mis mes envies de côté, sans même y penser. J'ai arrêté de travailler quand il a été malade, puis je n'ai jamais vraiment repris. André travaillait beaucoup. Moi, je tenais la maison, les comptes, les silences aussi. Je voulais que Julien ne manque de rien. Pas seulement de vêtements ou de nourriture, mais de stabilité. Je voulais qu'il se sente protégé, même quand la vie devenait rude. Alors, j'ai encaissé. Les fins de mois difficiles, les colères muettes d'André, les compromis répétés. Je croyais que l'amour, le vrai, se prouvait dans l'endurance. Les années ont passé. Julien a grandi. Il est devenu un garçon sérieux, appliqué, parfois un peu distant. Je me disais que c'était normal. Que chaque enfant prend ses distances, pour mieux revenir. Quand il est parti étudier, la maison est devenue trop grande. J'ai continué pourtant à cuisiner comme s'il allait rentrer le soir. On ne se défait pas si facilement de certaines habitudes. Puis André est tombé malade. Lentement. J'ai été là. Chaque jour. Chaque nuit. J'ai appris à reconnaître ses douleurs à sa respiration. J'ai tenu sa main quand il ne parlait plus. Quand il est mort, j'ai cru que je ne survivrais pas. Mais j'ai survécu. Parce qu'il le fallait. Pour Julien. Après, il y a eu Claire. Charmante au début. Polie. Un peu distante. Mais je mettais cela sur le compte de la timidité. J'ai voulu bien faire. Ne pas m'imposer. Ne pas critiquer. Ne pas rappeler que j'avais déjà vécu. Moi aussi. Ah, peu à peu, pourtant, quelque chose s'est déplacé. Les appels se sont espacés. Les visites sont devenues plus rares. Et quand elles avaient lieu, je sentais que je marchais sur un sol instable, où chaque mot pouvait être de trop. Je me suis souvent dit que c'était moi. Que j'étais trop attachée au passé. Trop présente. Trop inquiète. Alors je me suis effacée un peu plus. J'ai appris à demander la permission. À attendre qu'on m'invite. À sourire quand on me parlait comme à une enfant. Ce soir, là, assise dans mon fauteuil, je me suis rendu compte d'une chose que je n'avais jamais osé formuler clairement. Toute ma vie, j'avais donné. Sans compter. Sans demander. Et, sans m'en apercevoir, j'avais aussi appris aux autres que je pouvais me taire. Mais le passé, avec ses sacrifices et ses renoncements, n'avait pas disparu. Il était là, en moi. Et certaines vérités, même enfouies sous des années de silence,
ne meurent jamais vraiment. Les premiers signes n'ont pas été violents. Ils ne le sont jamais. Ils arrivent doucement, presque poliment, comme pour tester jusqu'où on peut aller, sans provoquer de réaction. À l'époque, je n'ai rien dit. J'ai même souvent détourné les yeux, persuadé que le silence protégeait encore quelque chose. Au début, ce furent des détails. Des phrases lancées en passant, avec un sourire qui se voulait léger. Tu devrais te reposer davantage, Madeleine. Ou bien, laisse, je vais m'en occuper, ce sera plus simple. Je répondais par un hochement de tête. Je souriais. Je remerciais. Je croyais qu'il s'agissait de sollicitude. Puis il y eut les regards. Ceux que Claire posait sur moi quand je racontais une anecdote trop longue. Quand je revenais sur un souvenir qu'elle jugeait inutile. Ses yeux glissaient vers Julien, et ils échangeaient ce bref regard complice que je faisais semblant de ne pas voir. Un regard qui disait « Elle recommence ». Comme si ma parole était devenue une manie, un bruit de fond. Un dimanche, j'ai apporté un gâteau. J'avais demandé avant. J'avais même hésité longtemps avant d'oser proposer. Claire l'a posé sur le côté, sans y toucher. On a déjà prévu un dessert. A elle dit. Le gâteau est resté là tout l'après, à midi, intact, jusqu'à ce que je le remporte chez moi. J'ai mangé une part seule le soir, avec une tasse de thé. Il avait un goût étrange. Pas mauvais. Triste. Les remarques ont ensuite pris une autre tournure. Plus précise. Plus piquante. Tu te souviens encore de ça ? Lançait Claire, faussement étonnée. Ou bien, tu devrais noter, Madeleine, à force on oublie. Julien riait parfois, nerveusement. D'autres fois, il ne disait rien. Son silence, je le ressentais comme une approbation tacite. Je me suis mise à douter de moi, à vérifier 2 fois l'heure des rendez-vous, à relire les messages, à m'excuser d'avance. Dis à moi si je me trompe. Excuse à moi si j'oublie. Je m'entendais parler, et je ne me reconnaissais pas. Comme si, peu à peu, on m'apprenait à demander pardon d'exister. Un jour, j'ai surpris une conversation. Je me trouvais dans le couloir, mon manteau déjà sur le dos. Julien ne m'avait pas vu. Il disait à Claire, « Elle devient compliquée. » Compliquée. Le mot m'a cloué sur place. J'ai attendu qu'il change de sujet avant de sortir. J'ai souri en les saluant. Dans l'ascenseur, mes jambes tremblaient. Les invitations se sont raréfiées. Quand je venais, on me demandait de prévenir longtemps à l'avance. On a nos habitudes, disait Claire. J'avais l'impression d'être une étrangère dans la vie de mon propre fils. Une invitée tolérée, mais jamais vraiment attendue. J'ai commencé à me faire petite, à parler moins fort, à m'asseoir toujours au même endroit, à demander « Ça ne vous dérange pas si je… même pour un verre d'eau ?» J'avais peur de déranger, peur d'être de trop, peur, surtout, qu'on me ferme complètement la porte. La solitude s'est installée sans bruit. Les journées se ressemblaient. Je préparais des repas simples, souvent pour une seule personne. Je mettais 2 assiettes par habitude, puis j'en rangeais une. J'appelais Julien, parfois. Il répondait plus tard. Ou pas du tout. Je me disais que c'était la vie, que les enfants prennent leur distance, que les mères doivent apprendre à lâcher. Je me répétais ces phrases comme des prières modernes, celles qu'on utilise pour faire taire la douleur. Mais, au fond de moi, quelque chose résistait, une petite voix, très discrète, qui murmurait que ce n'était pas normal de se sentir humilié à force de vouloir bien faire, que l'amour n'exige pas qu'on s'efface jusqu'à disparaître. Un soir, alors que je rentrais d'une visite écourtée, j'ai croisé mon reflet dans la vitre du bus. J'ai vu une femme voûtée, les épaules rentrées, le regard fatigué. J'ai eu du mal à me reconnaître. Où était passée celle que j'avais été? Celle qui tenait la maison, les comptes, les tempêtes? J'ai compris, sans encore l'admettre complètement, que ces petites humiliations n'étaient pas des maladresses. Elles formaient un ensemble, une lente préparation, une façon de me faire douter, de m'isoler, de me rendre fragile aux yeux de tous, y compris aux miens. Et malgré tout, je continuais à me taire, par peur de rompre le peu qui restait, par peur d'être accusée d'exagérer, par peur, surtout, de découvrir que je n'avais plus la place que je croyais. Je ne savais pas encore jusqu'où cela irait, mais je sentais déjà que, à force d'encaisser ces petites blessures, quelque chose en moi se fissurait.
et qu'un jour, tôt ou tard, il suffirait d'un geste de trop pour que tout bascule. La goutte d'eau n'a pas été une scène bruyante. Il n'y a pas eu de cris, ni de porte claquée. Juste un instant suspendu, presque banal, qui a fait s'effondrer tout ce que je m'efforçais encore de préserver. C'était un jeudi matin. J'étais venue chez Julien parce qu'il m'avait demandé de passer arroser les plantes pendant leur absence. Rien d'inhabituel. Il m'avait laissé la clé dans la boîte aux lettres, comme avant. Ce détail m'avait presque rassurée, comme un retour furtif à une confiance ancienne. L'appartement était silencieux. J'ai ouvert les volets, posé mon sac, commencé à arroser les pots du salon. Tout semblait à sa place. Trop à sa place. Cette impression m'a traversée sans que je sache encore pourquoi. En passant devant le buffet, celui où Julien gardait autrefois ses papiers importants, j'ai remarqué que le tiroir du bas était légèrement entrouvert. Je ne saurais dire ce qui m'a poussé à m'approcher. Peut-être une intuition, peut-être l'habitude de remettre de l'ordre. J'ai tiré doucement. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Quelques chemises vides. Et, posée bien en évidence, une pochette cartonnée beige avec une inscription manuscrite. Mon nom. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai refermé le tiroir aussitôt, comme si j'avais été surprise en faute. Puis je l'ai rouvert, lentement. Cette fois, mes doigts tremblaient. J'ai pris la pochette. Elle était légère. Trop légère. Je l'ai ouverte sur la table de la cuisine. À l'intérieur, il y avait des photocopies, des relevés bancaires et un document que j'ai reconnu immédiatement. Une procuration. Mon nom y figurait, suivi de ma date de naissance. En bas, une signature, la mienne, ou plutôt quelque chose qui prétendait l'être. Je me suis assise. Le sang battait à mes tempes. J'ai relu chaque ligne. Le texte était clair. Il donnait à Julien le pouvoir de gérer mes comptes, d'effectuer des opérations en mon nom. Je savais que je n'avais jamais signé ce papier. Jamais. Pas devant un notaire. Pas devant qui que ce soit. J'ai ressenti une vague de froid, puis une chaleur violente. On ne m'avait pas seulement humilié. On avait agi. Concrètement. Administrativement. Derrière mon dos. Mes mains ont parcouru les autres documents. Des simulations de virements. Des échanges de mails imprimés. Certaines phrases m'ont glacé. Elle ne se rendra compte de rien. De toute façon, elle nous fait confiance. Elles étaient là, noir sur blanc. Je n'ai pas pleuré, pas tout de suite. J'ai rangé les papiers exactement comme je les avais trouvés. J'ai remis la pochette dans le tiroir. J'ai arrosé les plantes jusqu'au bout. J'ai refermé l'appartement. Mes gestes étaient mécaniques, presque calmes. Comme si mon corps prenait le relais pour éviter l'effondrement. Dans l'ascenseur, mes jambes ont cédé. Je me suis appuyée contre la paroi froide. Une pensée revenait sans cesse. Ils ont commencé sans moi. Ils ont décidé sans moi. Ils ont préparé mon effacement. Sur le chemin du retour, tout me semblait irréel. Les passants, les voitures, le bruit de la ville. Je marchais au milieu d'eux comme une étrangère. Une fois chez moi, j'ai fermé la porte à clé, à double tour. J'ai posé mon sac et je me suis laissé glisser sur la chaise de la cuisine. Là, enfin, les larmes sont venues. Pas des sanglots bruyants. Des larmes lentes, lourdes, qui tombaient sans bruit. Entre ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas seulement une question de respect ou d'amour filial. C'était une tentative d'éviction. Une prise de contrôle. Une escroquerie. Même, si je prononçais le mot sans détour. J'ai essuyé mes joues. Je me suis redressée. Et, dans ce silence soudain, une décision s'est imposée à moi, avec une clarté implacable. Je ne serai plus la femme qui se tait. Je ne serai plus la mère qu'on manipule en douceur. Ils avaient franchi une ligne. Et désormais, je n'avais plus peur de regarder la vérité en face. Les nuits qui ont suivi ont été longues, peuplées de pensées qui revenaient en boucle, comme un vieux disque rayé. Je me couchais tôt, épuisée par l'émotion, et je me réveillais au milieu de la nuit, le cœur battant, les yeux grands ouverts dans l'obscurité de la chambre. Le silence n'était plus apaisant. Il était chargé, presque oppressant. Je revoyais sans cesse la pochette beige,
La signature, qui n'était pas la mienne, ces phrases imprimées qui m'avaient transpercé. Comment mon propre fils avait-il pu en arriver là? À quel moment avait-je cessé d'être une personne pour devenir un dossier? Ces questions me rongeaient, mais aucune ne trouvait de réponse. Parfois, je me levais et j'allais m'asseoir à la table de la cuisine. J'allumais une petite lampe. Je me préparais une tisane que je laissais refroidir sans la boire. Je restais là, les mains posées à plat sur le bois, à respirer lentement, comme pour empêcher mon corps de se dissoudre sous le poids de ce que je venais de découvrir. Je pensais à André, à ce qu'il aurait dit, lui qui parlait peu mais observait tout. Je me demandais s'il avait vu venir cette dérive, s'il avait compris, avant de mourir, quelque chose que j'avais refusé de regarder. Cette pensée me serrait la gorge. Un soir, j'ai ouvert un vieux tiroir et j'en ai sorti un carnet banal, à couverture bleue, que j'utilisais autrefois pour noter les rendez-vous médicaux, les anniversaires, les petites choses du quotidien. Je l'ai posé devant moi, avec un stylo. Longtemps, je n'ai rien écrit. Puis j'ai inscrit la date. Et, en dessous, tout ce dont je me souvenais. Les phrases exactes, les gestes, les silences. J'ai écrit sans chercher à être élégante. Juste précise. Ce geste simple m'a fait du bien. Mettre des mots, c'était reprendre un peu de contrôle. J'ai compris que ma mémoire n'était pas défaillante. Qu'elle était même très claire quand je prenais le temps de l'écouter. Alors, j'ai commencé à relire certains courriers, certains relevés, à classer, à comparer. J'ai noté ce qui me semblait étrange, ce que je ne comprenais pas. Je n'étais pas juriste, mais je savais reconnaître une anomalie quand j'en voyais une. Et il y en avait. Je priais aussi. Pas comme on prie dans les moments heureux, mais comme on murmure une demande intérieure, presque honteuse. Je demandais de la force, de la lucidité, pas de vengeance aveugle. Juste la capacité de ne plus me laisser faire. Le conflit intérieur était violent. Une part de moi voulait tout oublier, appeler Julien, faire comme si rien ne s'était passé. Retrouver cette illusion de famille, même bancale. Une autre part, plus silencieuse mais plus ferme, refusait désormais de reculer. Elle me rappelait que fermer les yeux, cette fois, me coûterait tout. Un matin, alors que le jour se levait à peine, j'ai pris une décision claire. J'ai cherché, dans mes papiers, une vieille carte de visite, celle du notaire qui avait réglé la succession d'André. Je l'ai posée sur la table, à côté de mon carnet. Composer ce numéro m'a demandé du courage. J'avais l'impression de trahir quelque chose d'intime, de familial. Mais j'ai composé malgré tout. Quand la secrétaire a répondu, ma voix a vacillé une seconde, puis s'est stabilisée. Bonjour. Je souhaiterais un rendez-vous pour faire le point sur ma situation personnelle et financière. Elle a demandé si c'était urgent. J'ai regardé mon carnet, ouvert devant moi, rempli de dates et de phrases inquiétantes. J'ai pensé à la procuration, aux documents cachés. Oui, ai-je répondu. C'est urgent. En raccrochant, j'ai ressenti une étrange combinaison de peur et de soulagement. Rien n'était encore réglé. Mais, pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus immobile. Ce jour-là, j'ai compris que la lucidité n'efface pas la douleur, mais qu'elle permet de lui donner un sens, et que, parfois, se battre ne signifie pas crier, mais simplement refuser de se taire plus longtemps. La préparation n'a rien eu de spectaculaire. Elle s'est faite dans la discrétion la plus totale, presque dans l'ombre, comme ces travaux qu'on entreprend à l'aube pour ne pas réveiller la maison. Mais j'ai continué à vivre comme avant, du moins en apparence. Je répondais aux messages de Julien avec la même politesse. Je souriais quand Claire m'appelait, ce qui arrivait rarement. Je disais que tout allait bien, que j'étais un peu fatiguée. Rien de plus crédible que la fatigue, à mon âge. Le rendez-vous chez le notaire a eu lieu un mardi matin. Je me souviens de la salle d'attente, de l'odeur du bois ciré, du tic-tac feutré d'une horloge. J'avais apporté mon carnet, soigneusement rangé dans mon sac, ainsi qu'une chemise contenant tous mes papiers. Mes mains étaient calmes. À ma grande surprise, je n'avais pas peur. J'étais concentrée. J'ai expliqué les faits, sans m'éparpiller. La procuration, les documents découverts, les phrases imprimées. Le notaire m'a écouté sans m'interrompre. De temps en temps, il hochait la tête. Quand j'ai terminé, il a posé ses lunettes sur le bureau. Madame, a dit doucement, ce que vous décrivez est grave, et vous avez bien fait de venir.
Ces mots ont agi comme un baume. Pour la première fois, quelqu'un ne minimisait pas. Ne parlait pas d'inquiétude excessive ou de malentendu familial. Il parlait de faits. Nous avons tout repris, depuis le début. Mes comptes, mes biens, mes droits. J'ai appris que certaines choses avaient été engagées sans mon consentement réel, que d'autres pouvaient encore être stoppées. Chaque information me redonnait un peu de terrain sous les pieds. Max, ensuite, il y a eu les démarches concrètes. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. J'y ai transféré ce qui m'appartenait légalement. J'ai fait mettre en opposition certains documents. J'ai révoqué toute procuration existante, même celle que j'avais accordée autrefois par confiance. Ce mot, confiance, je l'utilisais désormais avec prudence. Nous avons aussi parlé de la maison. Celle que j'habitais encore, à mon nom. J'ai décidé de la mettre en vente. Non par vengeance, mais par nécessité. Elle était devenue trop grande, trop pleine de souvenirs, et surtout trop exposée. Je voulais un lieu à moi, à l'abri des pressions. Chaque signature se faisait lentement. Je lisais tout. Je posais des questions. Beaucoup. Je sentais parfois l'impatience chez les interlocuteurs, mais je ne m'en excusais plus. J'avais appris. À la maison, je continuais à tenir mon carnet à jour. J'y notais chaque appel, chaque message, chaque date. Je conservais les enveloppes. Je faisais des copies. Cette rigueur nouvelle me surprenait moi-même. Je n'étais pas devenue dure. J'étais devenue attentive. Julien ne se doutait de rien. Il m'appelait parfois pour me demander comment j'allais. Sa voix était faussement inquiète, comme s'il s'acquittait d'un devoir. Je répondais calmement. Je ne parlais pas de mes démarches. Je me contentais d'écouter, d'observer. Claire, elle, avait changé de ton. Plus aimable, plus présente. Elle proposait de passer me voir, de m'aider. Je refusais poliment. Je disais que j'avais besoin de repos. Derrière cette docilité retrouvée, je sentais leur vigilance se relâcher. Ils croyaient que la tempête était passée. Un soir, en rangeant mes papiers, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Une forme de dignité retrouvée. Je ne me voyais plus comme une victime. Je n'étais pas non plus en quête de revanche bruyante. Je préparais simplement le terrain pour que la vérité s'impose d'elle à même, au moment voulu. La vente de la maison a avancé plus vite que prévu. Une offre sérieuse est arrivée. J'ai accepté. J'ai signé. J'ai commencé à chercher un petit appartement. Plus modeste, plus discret. Un endroit où personne ne viendrait me dire quand entrer ou sortir. Chaque soir, avant de me coucher, je relisais une phrase notée dans mon carnet. Ne rien dire, mais ne rien laisser passer. Elle est devenue mon fil conducteur. Je savais que le moment viendrait où Julien et Claire comprendraient. Où ils découvriraient que leur plan ne reposait plus sur rien. Ce jour-là, je ne dirais pas grand-chose. Je n'en aurais pas besoin, car la préparation, silencieuse et méthodique, était désormais achevée. Et, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prête. Le moment est arrivé sans éclat, presque discrètement, comme tout ce qui est irréversible. Il n'y a pas eu d'annonce solennelle, ni de mise en scène. Juste un appel, un matin, alors que je buvais mon café près de la fenêtre. C'était Julien. Sa voix était tendue, étranglée par une colère mal contenue. « Maman, on a un problème. » Je l'ai laissé parler. J'avais appris à écouter autrement, désormais. À laisser les silences faire leur travail. Il a enchaîné, trop vite. La banque m'a appelé. Ils disent que les comptes ont changé. Qu'il n'y a plus de procuration. Et puis, c'est quoi cette histoire de maison? On m'a dit qu'elle était en vente. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé la lumière glisser sur la table, le reflet tranquille d'une matinée ordinaire. Puis j'ai dit, simplement, « Oui ». Un silence lourd a suivi. J'imaginais son visage, la mâchoire crispée, le regard cherchant une explication qui ne venait pas. « Comment ça, oui? Tu ne pouvais pas nous en parler avant? » Nous. Toujours ce pluriel commode. Je n'en avais pas besoin, et je répondis calmement. C'est ma maison. Et mes comptes. Sa colère a éclaté. Il a parlé d'incompréhension, de trahison, de décisions prises sans concertation.
Il a même osé dire que je mettais la famille en danger. J'ai laissé passer l'orage. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas justifié. Chaque mot qu'il prononçait venait confirmer ce que je savais déjà. Puis Claire a pris le téléphone. Sa voix, d'ordinaire si contrôlée, tremblait. Madeleine, ce n'est pas raisonnable. À ton âge, ces démarches. Tu aurais dû nous faire confiance. Je me suis souvenu de la procuration, des phrases imprimées, de la signature imitée. Justement, et à jeudi. J'ai fait confiance. Et j'ai appris. Ils ont voulu venir. Tout de suite. Régler ça en famille. J'ai refusé. J'ai proposé un rendez-vous, plus tard, dans un lieu neutre. Ils ont insisté. J'ai tenu bon. Ce refus, autrefois impensable, m'a procuré une paix étrange. Le jour de la confrontation, nous nous sommes retrouvés autour d'une table trop lisse, trop froide. Julien faisait les 100 pas. Claire consultait son téléphone, nerveusement. Moi, j'étais assise, droite, les mains posées devant moi. Mon carnet était dans mon sac. Je n'en ai pas eu besoin. Ils ont parlé. Beaucoup. Ils ont nié, minimisé, cherché à inverser les rôles. Tu exagères ? Ce n'était qu'une formalité. On voulait t'aider. Alors, pour la première fois, j'ai posé des mots précis, peu nombreux. Juste, la procuration, les documents, les mails. Le silence qui a suivi a été dense, presque palpable. Claire a pâli. Julien s'est arrêté de marcher. Leurs regards se sont évités. Vous avez agi sans moi, et ai-je continué. Vous avez décidé pour moi, et vous avez cru que je ne comprendrais pas. Julien a tenté de se défendre. Sa voix était plus basse, moins assurée. On pensait que c'était mieux. Je l'ai regardé, longuement, sans colère, sans triomphe. Penser à la place de quelqu'un n'est pas l'aider, c'est l'effacer. Ils ont compris, à cet instant, que le terrain avait changé, que la maison ne leur appartenait plus, ni comme bien, ni comme levier, que les comptes n'étaient plus accessibles, que le filet qu'ils avaient tissé s'était refermé sur le vide. Claire a pleuré. Julien, sais-tu ? J'ai ressenti une pointe de tristesse, bien sûr. On ne se réjouit pas de voir son enfant désemparé. Mais cette tristesse n'était plus mêlée de peur. Je me suis levée. Tout est en ordre. Désormais, chacun reprendra sa place. Ils n'ont pas cherché à me retenir. Il n'y avait plus rien à négocier. Le piège qu'ils avaient préparé pour moi s'était refermé, mais dans l'autre sens. En sortant, j'ai respiré profondément. L'air me semblait plus léger. Je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné pour moi. Ce jour-là, sans cri ni vengeance spectaculaire, la vérité avait fait son œuvre. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je marchais sans regarder derrière moi. Après cette confrontation, tout s'est délité rapidement, comme un tissu trop tendu qui cède d'un seul coup. Je n'étais plus au centre de rien, et c'était précisément ce qui me permettait de voir clairement. Julien a tenté de me m'appeler les jours suivants. Des appels courts, maladroits. Il ne parlait plus de compte, ni de maison. Il parlait de malentendus, de fatigue, de stress. Comme si tout cela n'avait été qu'un excès passager. Je l'écoutais sans répondre vraiment. Je sentais que quelque chose en lui cherchait encore une prise, une ouverture. Je ne lui en offrais aucune. Claire, elle, a changé de stratégie. Elle a écrit de longs messages. Des phrases pleines de regrets calculés. De mots doux trop tardifs. Elle évoquait la famine, l'unité, l'amour. Elle disait avoir mal fait, sans jamais dire quoi, exactement. Cette prudence trahissait la peur que les choses ne reviennent jamais comme avant. Autour d'eux, le cercle familial a commencé à s'agiter. Des cousins, des tantes, des voix que je n'avais pas entendues depuis des années, se sont manifestées. Chacun avait son interprétation. Certains parlaient d'injustice envers Julien. D'autres, plus rares, me demandaient comment j'allais vraiment. Les uns cherchaient un coupable. Les autres cherchaient la paix. Je n'ai expliqué ma version qu'une seule fois, à une sœur d'André, au téléphone. Elle a écouté sans m'interrompre. Puis elle a simplement dit « Tu as bien fait ». Cette phrase m'a suffi. Julien et Claire, eux, ont commencé à se fissurer. Je l'ai compris à demi à mot, par des silences inhabituels, par des informations qui me revenaient, malgré moi. Des disputes.
des reproches. Chacun rejetait sur l'autre la responsabilité de ce qui avait échoué. Le on n'existait plus. Il n'y avait plus que des tu. Je ne me réjouissais pas de cet éclatement. J'en prenais acte. Ce n'était pas une victoire. C'était une conséquence. Quand un mensonge tient lieu de fondation, il suffit qu'on retire une pierre pour que tout s'écroule. Peu à peu, je me suis sentie étrangère à leur chaos. Leur tension ne m'atteignait plus de la même manière. Je n'étais plus convoquée pour réparer, pour apaiser, pour excuser. Je n'étais plus utile, et cette inutilité nouvelle était une forme de liberté. Les semaines ont passé. La maison a été vendue. Les papiers ont suivi leur cours. Tout s'est réglé sans bruit, sans heurts. J'avais l'impression de traverser ces démarches comme on traverse une rive vers une autre sans se retourner. Un jour, Julien m'a laissé un message plus long. Il parlait de regrets. Pas de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'il avait perdu. Je n'ai pas rappelé. Je n'étais pas prête. Peut-être ne le serais-je jamais. Je me suis concentrée sur ce qui venait, sur le peu de choses à trier, sur les cartons à préparer, sur les objets que je choisissais d'emporter et ceux que je laissais derrière moi. Chaque choix était un tri symbolique. Je gardais ce qui m'appartenait vraiment. En observant de loin la famille se désagréger, je n'éprouvais ni triomphe, ni amertume excessive. Seulement une lucidité calme. Les liens qui ne tiennent que par le silence ou la peur ne méritent pas d'être sauvés à n'importe quel prix. Je comprenais, enfin, que mon retrait n'était pas une fuite. C'était une sortie digne. Et que, parfois, se tenir à distance est la seule façon de ne plus être broyé par le désordre des autres. Le nouveau départ n'a pas eu l'allure d'une renaissance spectaculaire. Il s'est fait lentement, avec pudeur, comme une convalescence. J'ai quitté la maison un matin de printemps, sous un ciel clair. Les pièces étaient vides, les murs nus. J'ai fermé la porte sans regret excessif. Les souvenirs n'étaient pas dans les murs. Ils étaient en moi, et je choisissais lesquels emporter. L'appartement que j'avais trouvé se situait près de la mer. Rien de luxueux. 2 pièces, un balcon étroit, une lumière douce l'après-midi. On entendait les mouettes au loin. Ce bruit, au début, m'a surprise. Puis il m'a apaisée. Il me rappelait que le monde continuait, indifférent à mes drames, et que c'était peut-être une chance. Les premiers jours, je me suis installée lentement. J'ai rangé les livres, suspendu quelques photos. J'ai choisi une place précise pour mon fauteuil, face à la fenêtre. Je buvais mon café le matin en regardant les passants, inconnus bienveillants par leur simple indifférence. Personne ne savait qui j'étais. Personne n'attendait rien de moi. Je suis devenue une habituée du marché. Les commerçants me reconnaissaient. On se saluait. On échangeait quelques mots sans importance. Ces échanges simples me faisaient un bien immense. Ils n'exigeaient rien d'autre que la présence. J'ai repris le goût des petites choses, marcher longtemps sans but. Lire l'après-midi. Écrire parfois dans mon carnet, non plus pour consigner des preuves, mais pour noter des sensations. Le vent. Une lumière particulière. Une phrase entendue au hasard. Julien appelait encore, de temps en temps. Je répondais rarement. Quand je le faisais, je restais brève. Je sentais en moi une paix fragile, que je ne voulais pas troubler. Je réfléchissais souvent au pardon. Pas comme une absolution, mais comme une distance intérieure. Pardonner, peut-être, signifiait simplement ne plus laisser la colère diriger ma vie. Un jour, assise face à la mer, j'ai pensé à André, à ce que nous avions construit, à ce que j'avais perdu, mais aussi à ce que j'avais gagné sans le savoir, une force tardive, née de la nécessité. J'aurais aimé qu'il me voie ainsi. Debout. Lucide. J'ai fait la connaissance de quelques voisins. Une femme de mon âge, veuve elle aussi. Un couple plus jeune. Nous parlions de tout et de rien. Personne ne me demandait mon passé. Cette absence de curiosité était un cadeau. La solitude n'était plus une punition. Elle était devenue un choix. Je pouvais inviter ou non. Parler ou me taire. Pour la première fois, mon silence m'appartenait. En regardant l'horizon, j'ai compris que la vie ne me devait plus rien. Et que, de mon côté, je ne devais plus rien à ceux qui m'avaient blessé. Cette clarté, simple et presque douce, était peut-être la plus grande victoire. Je n'avais pas reconstruit une famille. J'avais reconstruit un espace.
un endroit intérieur où je pouvais enfin respirer sans me justifier. Il m'arrive encore, certains soirs, de m'asseoir, sans allumer la lumière. Le ciel devient lentement violet au-dessus de la mer, et je laisse la pénombre remplir l'appartement. Dans cette demi-obscurité, je regarde ma vie, sans détour. Comme on regarde un paysage après la tempête, il est différent, parfois abîmé, mais lisible. Je ne me raconte plus d'histoire. J'ai longtemps cru que l'amour devait tout excuser, tout supporter, tout comprendre. J'ai confondu patience et effacement. J'ai pensé que me taire était une preuve de dignité, alors que c'était souvent une manière de me protéger de la peur de perdre. Aujourd'hui, je sais que le silence n'a de valeur que lorsqu'il est choisi. Je pense à Julien, à l'enfant qu'il a été, à l'homme qu'il est devenu. Je ne le déteste pas. Je ne l'idéalise plus non plus. Il a fait ses choix, influencé, porté, peut-être dépassé, par ses propres lâchetés. Je ne suis pas là pour le juger. Je suis là pour me souvenir que j'existe en dehors de son regard. Il m'a écrit récemment. Une lettre, pas un message. Il parlait de manque, de confusion. Il disait qu'il ne savait plus comment revenir en arrière. J'ai posé la lettre sur la table. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas rangée non plus. Elle est restée là plusieurs jours, comme une question sans réponse immédiate. Peut-être qu'un jour, je lui répondrai. Peut-être pas. Le temps décidera. Et, pour une fois, je lui fais confiance. Il y a des matins où je me réveille avec une légère tristesse. Pas celle qui écrase. Une tristesse fine, presque élégante. Elle me rappelle que toute victoire a un prix. Que se relever, c'est aussi accepter de laisser derrière soi des illusions confortables. Mais cette tristesse ne me paralyse plus. Elle me traverse, puis elle s'en va. Je repense souvent à cette femme que j'étais, courbée dans le bus, doutant de sa mémoire, s'excusant d'avance. J'aimerais lui dire de se tenir droite plus tôt, de poser des questions, de garder des traces, de ne pas confondre gentillesse et abdication. Mais je sais aussi que chaque chose a son rythme et que certaines forces n'apparaissent qu'au bord du gouffre. Aujourd'hui, ma vie est plus petite, au sens matériel. Moins de pièces, moins d'objets, moins de bruit. Mais elle est plus vaste à l'intérieur. J'ai appris à écouter mes limites, à dire non sans justification interminable, à choisir qui entre et qui reste dehors. Je reçois parfois des femmes de mon âge. Nous parlons de choses simples. La santé, le temps, les enfants. Et, parfois, l'une d'elles se tait un peu plus longtemps. Elle me regarde, comme si elle attendait une permission. Alors je lui dis, doucement, « Tu sais, tu as le droit de ne plus supporter certaines choses. » Souvent, ses yeux se mouillent. Je n'ajoute rien. Chacune doit faire son chemin. Je ne suis pas devenue forte au sens héroïque. Je n'ai pas gagné contre qui que ce soit. J'ai simplement repris ma place. Ma place d'être humain, avec des droits, une mémoire, une parole. Cette place que personne ne devrait avoir à mendier, encore moins quand les cheveux blanchissent. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour régler des comptes, c'est pour laisser une trace différente. Pour dire à celles et ceux qui se taisent trop longtemps que le réveil est possible, même tard. Que la lucidité n'est pas une trahison. Qu'il n'est jamais indigne de se protéger. Le soir tombe. Les mouettes crient au loin. Je ferme les volets. Je me prépare un thé. Dans ce geste simple, je reconnais quelque chose de précieux. La paix. Pas une paix naïve, mais une paix consciente, construite, patiente. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut-être d'un pardon. Peut-être d'une distance définitive. Peut-être d'un simple silence partagé. Peu importe. Je sais désormais que je peux traverser l'incertitude sans me perdre. Et si je devais laisser un seul message, un seul fil à suivre pour celles et ceux qui me liront, ce serait celui-ci. Se taire n'est pas toujours se soumettre. Parfois, c'est préparer la phrase juste, le geste exact, le moment où l'on reprend sa dignité sans bruit. Le silence peut aussi être une forme de justice.